Bonjour à tous. Je suis Xavier Bellet, en charge des activités commerciales et avant-vente au sein de Niji. Bienvenue pour ce webinaire autour de la thématique du social commerce et comment sortir du lot dans un océan de contenu. Euh, Aujourd'hui, c'est le dernier webinaire de cette année 2020, qui est un peu particulière et qui nous a permis de mettre en scène et en musique cette série de webinaires. Voilà, et on va continuer sur cette lancée dès le premier trimestre 2021. Vous avez à l'écran les prochains sujets que nous allons programmer sous ce format-là de webinar, donc autour du testing. Salesforce et notre expertise et nos points de vue autour de Marketing Cloud. On fera un débrief du CS 2021 qui se fera de manière virtuelle. Et puis, vous avez d'autres sujets, les nouvelles tendances du référencement, Eurocommerce, et puis toute la partie API management et plateforme d'intégration sur lequel on a des points de vue qui sont intéressants et qu'on a envie de partager avec vous et avec nos partenaires. Donc voilà, un agenda bien rempli déjà pour 2021. Et je vous invite donc dès à présent à réserver. On vous communiquera les dates de ces prochains webinaire très prochainement. Euh, Aujourd'hui, on va vous partager nos convictions autour du social commerce et comment devenir, in fine, plus performant dans l'émergence de tous ces contenus. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes, Stéphane Maufroy et Sophie. Stéphane qui est en charge et qui est le patron de toute la partie contenu au sein de Niji et Sophie en charge du planning stratégique. Et donc, tous les deux appartiennent à l'agence. Et voilà, rapidement, je vous rappelle la proposition de valeur Niji qui s'organise autour de quatre piliers. Un cabinet de conseil avec 130 consultants, 130 talents au sein de l'agence de design, une expertise dans le software développement avec le mobile, Web Factory, et puis une spécificité autour de Salesforce, puisque nous sommes intégrateurs Salesforce. Voilà, Stéphane et Sophie font partie de l'agence. Ils vont avoir à cœur à vous présenter nos convictions autour du social commerce et de la gestion des contenus. Je vais leur laisser la main. Juste avant, n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion de Teams. Ça va nous permettre de préparer les réponses et en tout cas d'y répondre en fin de webinaire. On va se garder 10-15 minutes pour prendre les questions et y répondre de vive voix. Mais voilà, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les poser dans le fil de discussion. Voilà, je laisse la main à Sophie. Oui, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce sujet sur le social commerce. Alors rapidement, qu'on se mette d'accord sur la définition, parce qu'il y a beaucoup de termes et c'est très nouveau, en tout cas en France. Donc certains peuvent être perturbés par tous ces social commerce et autres mots qui s'ajoutent les uns aux autres. Donc quand on parle de social commerce, on parle réellement d'un parcours d'achat qui se fait de bout en bout sans jamais sortir d'une application réseaux sociaux. Donc que ça soit pour découvrir une marque, mais jusqu'au bout du tunnel de conversion pour l'acheter et mettre un achat et gérer toute la partie livraison, le social commerce comprend vraiment l'ensemble de ce parcours-là, et c'est de ça dont on va parler. C'est pas nouveau cette tendance, en tout cas qui n'était pas forcément une tendance à l'époque, quand les réseaux sociaux ont commencé à émerger et surtout ont ouvert leurs portes aux marques. Beaucoup se sont essayés d'en faire un canal de vente, un canal de distribution, à commencer par Procter & Gamble, qui a toujours été assez précurseur sur les nouvelles manières de se connecter avec leurs audiences. On peut aussi parler de Disney qui, pour la sortie de Toy Story, avait lancé une mécanique sociale où on pouvait acheter des tickets de cinéma pour aller voir à la sortie du film avec ses amis, ou encore d'autres manières qui ont été d'autres manières un petit peu plus innovantes, comme ce qu'avait fait Pavement
qui avait essayé, tenté de recréer un centre commercial via Facebook où les gens pouvaient liker et se proposer des produits entre amis, etc. Tout ça, c'est au début des années 2010 et ça n'a pas énormément marché à l'époque. C'était loin de devenir une tendance, en effet, parce que les réseaux sociaux étaient tout juste émergents, étaient tout juste populaires, en tout cas pour les marques. Et il y en a beaucoup qui, très rapidement, au bout de 6 mois, ont fermé leur boutique sociale parce que c'était pas un levier d'achat très convaincant et qu'à cette époque-là, il faut savoir que l'emailing, qui est encore très efficace aujourd'hui, l'était d'autant plus performant à cette époque-là. Donc le social media était vite une stratégie qui était écartée, en tout cas, sur les questions de levier d'achat et de conversion. Néanmoins, c'est ce qui s'explique, en tout cas à l'époque, par une erreur de timing, si je puis dire. C'est-à-dire que le social commerce est arrivé dans un espace où le social media était encore réellement un moyen de se connecter avec ses amis et avec ses proches, d'échanger des photos, des anecdotes, des contenus vraiment entre amis qui soient très personnels et très intimes. Donc à cette époque-là, vendre des produits pour des marques, ça n'avait pas de sens et en tout cas, ça n'a pas du tout été un usage qui s'est développé par l'émergence des marques qui ont tenté quelques opérations là-dessus. Il a fallu pas moins de 10 ans et une petite pandémie pour que l'usage s'impose. Et on l'a vu, hein, on voit aujourd'hui émerger sur les canaux de chat et de messagerie propriétaires des réseaux sociaux, les réseaux sociaux en 10 ans sont réellement devenus, ont réellement changé la manière dont les audiences pouvaient interagir avec leurs marques. On a commencé par les suivre. Après, on a commencé par s'engager avec. On a quand même joué avec les marques via les réseaux sociaux. Et puis petit à petit, ces canaux-là sont devenus un moyen de gérer du service après-vente. Et puis aujourd'hui, on le voit, c'est un moyen de converser, de discuter avec sa marque. Et donc demain, ça va devenir, et ça l'est encore, enfin ça le devient aujourd'hui déjà, un moyen d'acheter directement et de faire son shopping tout simplement via ces canaux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on compte à peu près un tiers des Français qui a déjà acheté via un réseau social, notamment poussé par les millennials et la nouvelle génération qui a l'habitude d'interagir avec ces outils-là. Et puis on estime à peu près 30% de croissance annuelle chaque année jusqu'en 2024 pour le social commerce. Aujourd'hui, c'est la prospective, c'est la perspective. Donc on le voit aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent plus qu'un moyen d'interagir entre amis ou même avec une marque, ça devient des partenaires du quotidien. C'est l'exemple de Carrefour par exemple, qui a décidé de mettre son catalogue sur WhatsApp et sur Messenger. Les gens pouvaient s'inscrire, ils avaient un numéro à ajouter et puis faire leurs courses et leur shopping à la même application avec laquelle ils discutent avec leurs amis ou leur famille au même moment. Ces marques-là, grâce aux réseaux sociaux, deviennent aussi des moyens de faire du shopping, tout simplement. Et ça a été bien innové, en tout cas de ce qu'on a pu voir au début. C'est-à-dire que maintenant, c'est interactif. Un produit, il est à la fois mis en situation, il est porté, je peux le voir porté, mais il est interactif, c'est-à-dire que je peux cliquer et voir directement la fiche produit associée au contenu qu'on me propose. Mais aussi, les réseaux sociaux, aujourd'hui, grâce au social commerce, et en tout cas à toutes ces mécaniques qui arrivent, ça devient des vrais lieux d'animation commerciale. Plus qu'une animation commerciale, c'est aussi un moyen de vendre via ces animations. On peut parler par exemple de l'exemple de KitKat, qui a lancé un live sur Facebook où les gens pouvaient émettre des achats à même le chat et ensuite étaient contactés via Messenger par la marque. Ou encore le dernier exemple de Burger King sur TikTok qui avait lancé le challenge pour recevoir des codes qui permettaient d'avoir des burgers à moindre prix. Donc ce social commerce, il arrive aujourd'hui en effet à transformer ce qui est devenu le réseau social, ce qui est devenu plus une plateforme de multiservices, où l'expérience d'achat, elle est plus seulement la même sur un site tel qu'on pouvait le faire aujourd'hui pour tout le monde, mais elle devient réellement plus personnalisée, parce que j'ai quelqu'un qui me parle et qui répond avec ce que je lui dis, et surtout qui devient beaucoup plus intimiste, parce que c'est encore une fois, c'est personnalisé, et puis c'est moi avec mon
mon expérience d'achat sur mon téléphone et personne d'autre autour qui peuvent entraver mon expérience d'achat telle qu'on peut l'imaginer dans un parcours en physique, si on s'en souvient encore, dans les magasins. Et ça, c'est pas très étonnant. En tout cas, c'est un constat qu'on fait, mais c'est un constat surtout qui démontre une véritable évolution du business model que les réseaux sociaux entreprennent, à savoir réellement devenir des tiers-lieux où ils vont pouvoir permettre aux marques d'enrichir leur expérience et de proposer quelque chose de nouveau. C'est par exemple sous Facebook qui rachète Customer, qui est une start-up spécialisée dans le service client. Ou Instagram là, qui va bientôt lancer son checkout, qui est une fonctionnalité justement qui permet de checkout, donc de payer à même l'application et de jamais devoir en sortir pour pouvoir finaliser son achat. C'est ça qui va être un élément extrêmement important dans le parcours que vont créer les marques. Et c'est par exemple aussi TikTok qui, lui aussi, insère son bouton shopping même ses vidéos publicitaires. Et ce business model, il va évoluer encore une fois vers cette expérience dont je parlais, qui est de plus en plus personnalisée, de plus en plus intimiste. Et c'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi toute l'innovation technologique qui arrive, à savoir la réalité augmentée, qui est déjà là depuis un moment, mais en tout cas qui devient de plus en plus utilisable et accessible. Donc la réalité augmentée, c'est par exemple Facebook aussi qui rachète ce type de start-up pour pouvoir encore une fois intégrer un produit qui m'intéresse directement dans mon environnement très personnel pour voir ce que ça donnerait et ainsi encore plus valoriser l'achat. Ou alors l'assistance vocale qui intervient de plus en plus dans ces canaux-là et dans ces manières d'interagir des marques avec leurs audiences. Et c'est Snapchat par exemple aussi qui vient de faire l'acquisition d'une start-up qui est spécialisée dans les bots vocaux et notamment dans le service client grâce aux bots vocaux. Mais on est encore dans une histoire de timing avec le social commerce, parce que si à l'époque il arrivait alors que c'était pas vraiment la tendance et que c'était encore un peu tôt pour que les gens prennent l'usage, aujourd'hui le social commerce il arrive dans un contexte où le social media est déjà extrêmement surchargé, est déjà extrêmement encombré. Et donc, potentiellement, nous, on y voit un certain challenge pour les marques de devoir, en plus, sortir du lot dans ce contexte-là. Au-delà de leur contenu et de leur ADN de marque, il faut en plus maintenant qu'elles émergent en tant que retailer. Et donc, du coup, ça émet des problématiques et des challenges qui sont bien plus grands. Quel est le contexte dans lequel ils arrivent? C'est grâce à l'influence qu'a permis les réseaux sociaux, c'est évidemment un flot de contenu, un paysage de contenu qui est complètement saturé. Rien que sur Instagram, on compte pas moins de 500 000, donc un demi-million de profils d'influenceurs rien que sur Instagram. Donc l'influence est un levier, je pense que vous l'avez tous évalué à travers vos rôles et vos marques respectives. C'est un levier indétrônable, mais il est aussi inarrêtable, c'est-à-dire que vous comme moi pourrions potentiellement demain se lancer aussi dans l'influence et ainsi créer encore plus de contenu qu'il en existe déjà et ainsi devenir encore plus un levier aussi d'influence et d'engagement pour les audiences, pour les marques. C'est à la fois du pain béni pour pouvoir accéder à une audience avec un discours plus personnel et moins consensuel. Mais par contre, c'est en effet encore un flot de contenu qui arrive. Et en Chine, on le voit, le commerce et l'influence sur les réseaux sociaux existent réellement. Mais par contre, encore une fois, c'est autant de personnes potentielles que de contenu qui peut exister pour les marques pour émerger sur ce sujet-là. Et puis, c'est aussi, je pense, le social media devient la première des illustrations d'une accélération du digital de manière générale. Et je vous invite à aller consulter la revue Nature qui a publié récemment une étude justement sur comment est-ce que ces dynamiques d'accélération évoluent et se mettent en place. Et surtout, comment est-ce qu'ils ont démontré que cette accélération avait un pendant un petit peu plus négatif, à savoir l'attention des gens derrière. Notre attention à tous, qui est en chute libre proportionnellement à cette accélération et cette croissance de la production et de la consommation de contenu derrière. Plus on produit et plus on consomme, et puis moins notre attention est longue dans le temps et valable, et en tout cas qualitative, si je puis dire. Et donc, tu reprends là. C'est à moi.
Merci Sophie. Je vais reprendre la suite ici. Donc pour effectivement parler des mécanismes et des phénomènes de l'attention et de la mémorisation, donc en fait, finalement, il y a un principe qui est relativement connu, c'est celui du quantum shock. C'est un phénomène qui n'est pas récent, mais qui prend toute son ampleur avec le social media et a fortiori avec le social commerce. Aujourd'hui, la courbe de la consommation de contenu, elle est connue, elle est relativement flat, et puis en fait, finalement, en vrai, ça fait 10-15 ans que c'est la même. On est à 8 heures de contenu par jour, multiscreen, quel qu'il soit, la télé, le digital, la radio, les médias traditionnels, les podcasts, les choses qui sont la délinéarisation des contenus, le fait qu'on puisse regarder sa série sur Netflix, etc. Finalement, aujourd'hui, on a un flot de contenu et quelque part, ça fait des années que ça dure, parce que ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas pour une raison relativement simple, c'est que finalement, on a une courbe d'attention qui est limitée. À un moment donné, on ne peut pas prendre plus de contenu que ça. Et même si, effectivement, on a de plus en plus de contenu issu du social media qui nous parle via des canaux de l'influence, qui sont, on va dire, surcompensés par des plans médias, par une pression publicitaire, par une série de mécanismes comme ça, in fine, de toute façon, le flot de contenu qu'on peut avaler, il est relativement flat. Le multitasking, aujourd'hui, ça commence à être bien identifié par des études. Aujourd'hui, on sait que si on met bout à bout l'ensemble des tâches qu'on va faire dans notre journée, le flot des contenus qu'on va lire, le fait de dormir, d'aller travailler, etc., on a des journées qui peuvent aller jusqu'à 30 heures, sauf qu'une journée, ça fait 24 heures. Donc forcément, on a bien un phénomène de multitasking, de choses qu'on fait en même temps, qui fait que ça accentue encore plus la courbe d'attention qui est relativement limitée, qui est flat en fait, et qui fait qu'on ne va pas pouvoir consommer plus de contenu que ça. Et dans le même temps, on a une courbe de production de contenu qui, elle, est exponentielle. C'est l'ère du content seeking, on sait bien, on en crée de plus en plus. On fait du brand publishing pour des marques, on fait toujours plus de contenu délinéarisé. Et tout ça, ça crée quoi? Ça crée une zone de content shock, qui est une zone de contenu qui n'est pas rentable. Parce que forcément, c'est une zone dans laquelle ces contenus qu'on produit ne vont pas forcément toucher leur public, puisque l'attention n'existe pas en face. Dès lors, en fait, on a toujours la même problématique, finalement, c'est comment émerger. Et pour émerger, la plupart du temps, on va essayer de créer le meilleur contenu au meilleur moment. Et là, le souci, c'est que finalement, créer le meilleur contenu aujourd'hui, avec les mécanismes du social media qui sont relativement mouvants, on est dans une course à l'innovation publicitaire, à l'innovation marketing. Et la course à l'innovation marketing, elle est semée d'embûches, puisque, comme on le sait, bien entendu, on peut tomber sur des fails. Là, on a des exemples de fails qui sont connus sur Twitter. Il y en a d'autres qui ont été beaucoup plus positifs, qui ont très bien fonctionné. Mais finalement, on est dans un pari. Et on est dans un pari sur est-ce que ça va bien fonctionner, est-ce que je vais arriver à susciter l'attention auprès de mes consommateurs pour essayer de créer vraiment un e-commerce qui fonctionne, un social commerce qui fonctionne. Et pour le faire, à un moment donné, on va être obligé de ne pas rester que sur le meilleur contenu pour être également sur le meilleur moment. Et donc, on va être sur une course au plan média. Aujourd'hui, on voit bien que sur l'année 2020, qui a été une année extrêmement compliquée, on a eu des investissements médias qui ont été complètement bouleversés. Donc là, on avait donc sur le petit graphique que vous voyez à l'écran en bleu clair, vous aviez les investissements, en bleu foncé, vous avez les investissements qui étaient prévus sur l'année, et en bleu clair, vous avez les investissements qui ont réellement eu lieu. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les seuls qui sont positifs, ce sont ceux du digital, et bien sûr, celui qui fait la course en tête, c'est le social media. Aujourd'hui, c'est le social media qui a drainé les investissements publicitaires sur 2020. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, bien entendu, le plan média va venir soutenir les actions du social media et, a fortiori, du social commerce. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer sur le long terme? Est-ce que si je veux installer un social commerce au même titre que j'ai voulu installer du e-commerce ou du total commerce sur l'ensemble de mes canaux, est-ce que je ne vais pas devoir le soutenir?
C'est la vraie question. Est-ce que le paid va soutenir à long terme le social commerce? On a vu des mécanismes et des dispositifs de brand publishing par le passé qui ont adressé le social media via des influenceurs sur le long terme. On a vu ça dans l'humour, on a vu ça dans la beauté. Moi-même, personnellement, dans des vies précédentes, je les ai mises en place dans un certain nombre de médias. On sait bien que sur le long terme, à un moment donné, le paid va forcément devoir venir soutenir ce genre de choses-là, parce que les mécanismes de l'influence ne peuvent pas exister sur le long terme, sinon on va phagocyter une communauté, on va phagocyter un influenceur, et forcément on va l'essorer et ça ne va plus fonctionner. Donc, à un moment donné, on peut très bien se poser la question de savoir si, en fait, est-ce que mon social commerce, ça n'est que du paid? Et si ça n'est que du paid, si ça n'est que ça, est-ce qu'à un moment donné, je ne suis pas juste en train de déplacer mes investissements publicitaires? Donc, finalement, la vraie question qu'on va nous se poser, quelque part, c'est qu'aujourd'hui, quand on va travailler sur ce genre de choses-là, on va aller sur des objectifs qui sont des objectifs de portée sur l'audience, d'engagement de notre audience, de génération de leads et de conversion. Nous, ce qu'on se dit, c'est que pour essayer de limiter les investissements, de contrôler les budgets et de la façon dont on va se servir du social media pour essayer d'en créer un réel canal pour faire fonctionner son e-commerce sur le long terme, on va essayer de travailler sur autre chose. On va essayer de travailler sur l'attention et la mémorisation. On va essayer de s'en servir comme des canaux pour créer vraiment les mécanismes d'un dispositif social commerce qui peut fonctionner sur le long terme. Pourquoi on va le faire? Parce qu'on le voit bien, on a pu voir tous ces canaux qui étaient complètement submergés, et à un moment donné, si je suis dans un océan de contenu, et si je ne maîtrise pas l'attention et la mémorisation, je ne vais pas arriver à travailler sur le long terme. Alors, l'attention et la mémorisation, ça tombe bien parce que chez Niji, nous, on travaille énormément ces choses-là et on les travaille de différentes manières. L'attention et la mémorisation, déjà, soyons clairs, pour nous, ça passe par les émotions. Ça passe par les émotions pour pas mal de raisons, qui sont des raisons essentiellement liées aux travaux de la recherche actuelle et qui nous permettent de l'affirmer. Donc effectivement, on sait que lorsque l'on ressent des émotions, notre cerveau va associer les émotions ressenties avec la génération d'un certain nombre d'hormones, dont notamment la dopamine. La dopamine, c'est connu comme l'hormone du bonheur, parce qu'on l'associe beaucoup au plaisir. Mais la dopamine, c'est une hormone qui est générée par une zone du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus et qui permet de travailler sur aussi bien le contrôle moteur, la motivation, le sommeil, que surtout l'attention et la mémoire et la cognition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, les travaux actuels nous conduisent à penser qu'il y a une relation extrêmement forte entre la mémorisation et l'attention, d'une part, et les émotions ressenties, d'autre part. Et donc, finalement, nous, ce qu'on pense, c'est que savoir mesurer l'attention et la mémorisation telles quelles, on ne sait pas le faire dans la mesure où on ne sait pas réellement caractériser ce que c'est que la mémorisation. Par contre, ce que l'on sait faire, c'est essayer de mesurer quelles émotions on va ressentir au moment où on va recevoir une information. Et ça, on va s'en servir. Donc, l'émotion, on se dit qu'on peut s'en servir comme un nouveau KPI. Non pas en remplacement des KPI actuels, mais pour nous aider à conduire des dispositifs qui fonctionnent sur le long terme, parce qu'on va permettre d'essayer de comprendre si effectivement on a bien réussi à faire fonctionner le parcours d'achat dans sa grande globalité. Il y a une méthode de fonctionnement qu'on utilise énormément chez Niji, c'est ce qu'on appelle le pick and roll. Donc le pick and roll, c'est un phénomène psychologique, comportemental, qui est relativement simple, c'est qu'un consommateur va évaluer une expérience client en surpondérant certains moments dont son expérience. Et en général, ça va être le moment du pic émotionnel et la fin.
Un parcours d'achat, ça peut être chaotique. Un parcours d'achat, ça comprend des hauts et des bas. Si on essaye de faire un espèce de NPS mouvant tout le long du parcours d'achat, une espèce de satisfaction client qu'on va mesurer, qui fait haut, bas, etc., on s'aperçoit que finalement, quand je suis dans un système de social commerce, je suis dans un parcours d'achat global, au même titre que quand je suis dans un e-commerce, de toute façon, quand je suis dans un parcours de souscription, quel qu'il soit. Il y a un moment où effectivement je vois un influenceur, une influenceuse qui me parle, où je vois une marque et qui fait des contenus cool et qui mettent en avant un certain nombre de produits. Je vais cliquer sur les produits, peut-être que les produits vont me parler, peut-être qu'ils vont me parler mais qui vont générer une tension pour moi parce que je sais pas, cette robe, je suis pas sûr, peut-être que je vais être boudinette dedans, peut-être que ça va pas m'aller. Finalement, je vais peut-être cliquer dessus et je vais me dire, tiens, je vais aller jusqu'à l'acte d'achat, mais en même temps, je suis dans le social media, donc je vois des commentaires en dessous, donc j'ai des gens qui vont éventuellement poster des messages négatifs. Ça peut être un moment d'insatisfaction. Et puis finalement, peut-être que je vais aller dans un pic émotionnel où je vais finalement acheter ce produit. Sauf que derrière, qu'est-ce qui va se passer? Je vais devoir aller jusqu'au bout du parcours, je vais devoir payer. Et donc, je vais rentrer dans un dispositif de paiement. Aujourd'hui, on le sait, on ne peut pas payer directement. Donc, je vais devoir rentrer dans un système dans lequel je vais mettre ma carte bleue, je vais passer sur une autre partie du site, du e-commerce. Et puis, je vais avoir des zones de friction parce que ça fonctionne plus ou moins bien. Ah, je ne sais pas où est mon portefeuille, j'étais avec mon téléphone, maintenant il faut que j'aille sortir ma carte. Et puis finalement, je vais arriver à payer. Et puis maintenant, il va falloir que je me fasse livrer. Et puis, déception, je ne me fais pas livrer en temps et en heure. Je commence à être en stress parce que j'attends mon cadeau pour Noël. Et puis finalement, je me fais livrer. Et puis, je me fais mal livrer parce que j'en sais rien. Le colis arrive endommagé, etc. Et finalement, le consommateur, lui, il va juger la totalité de son parcours en social commerce du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, depuis le moment où effectivement j'ai été confronté, adressé sur ce produit ou sur ces produits que l'annonceur cherche à vendre, jusqu'à la fin, au moment où j'ai réussi à récupérer ce produit. Et c'est l'ensemble de ce parcours qui va faire que je vais juger ça et qui va faire que je vais le juger de manière satisfaisante ou pas. Et finalement, nous, chez Niji, on a l'habitude de travailler sur effectivement ces deux pics, ces deux moments extrêmement importants, qui est le pic émotionnel, le moment où on va ressentir le plus fortement de l'émotion, et la fin. Parce qu'on s'est aperçu que finalement, si on essayait de gommer tous ces pain points, comme on dit en UX, c'est-à-dire tous ces moments du parcours d'achat qui sont chaotiques parce qu'ils sont négatifs, positifs, etc., si on essayait de tous les gommer pour avoir un, moment, une expérience d'achat qui est extrêmement uniforme, on va dépenser énormément d'énergie, on va travailler, on va investir énormément de budget pour finalement assez peu de valeur ajoutée par rapport à ce qu'on arrive à faire sur la satisfaction client globale qui est le pic versus la fin. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire, ce genre de choses-là? Ça nous permet de faire en sorte que l'expérience d'achat qui est positive va être de réitérer. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir faire pour asseoir le social commerce sur le long terme, c'est faire en sorte que on ait envie de revenir et de réacheter de nouveau. Parce qu'effectivement, on a associé cette expérience d'achat à une émotion extrêmement positive, une appréciation extrêmement positive. C'est ça le pick and roll. Donc du coup, on va travailler à essayer de catégoriser les émotions. Alors, on peut catégoriser les émotions. En fait, ça fait un bout de temps qu'on catégorise les émotions. Il y a des gens extrêmement célèbres comme Descartes ou Darwin qui ont commencé déjà en leur temps. Aujourd'hui, on a les travaux d'un chercheur célèbre, un psychologue américain qui s'appelle Paul Ekman, qui nous a permis de travailler sur une espèce de roue des émotions. On a 7 émotions primaires et ces émotions primaires, on va pouvoir les décliner, voire les assortir pour en avoir plusieurs autres. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce qu'on a comme émotion possible et imaginable, mais on a bien ce système de cette émotion primaire. Et celui-ci va être extrêmement important parce que c'est ça qu'on va mesurer. Alors, de quel moyen on dispose, nous, pour pouvoir mesurer des émotions? Parce qu'on peut effectivement mesurer des émotions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer dans un mécanisme d'immersion émotionnelle où on va essayer de comprendre les émotions qui sont ressenties tout au long du parcours d'achat en social commerce
et au-delà, puisqu'il y a donc, on a compris, les modules de paiement, la livraison, toutes ces choses-là qui font que on va travailler sur la totalité du parcours et s'en servir pour revenir, recréer des contenus qui ont un rapport avec ces émotions qu'on essaie de ressentir. Eh bien, on va procéder en mesurant les émotions de manière physique, de manière sémantique et de manière ethno-marketing, c'est-à-dire en conduisant également des évaluations et en essayant de récupérer des verbatims. Donc, cette immersion émotionnelle, on peut la faire en travaillant de manière physique. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, on va procéder par focus group, par panel utilisateur, par panel de conso, et on va essayer de les mettre en face d'une expérience de social commerce, et on va essayer de comprendre ce qu'ils ressentent. Donc, il y a des éléments de mesure physique, comme cet objet qui est un bracelet connecté, un petit peu à la manière d'un bracelet Fitbit, qui va nous permettre de comprendre quelles sont les réactions physiques du corps, comme la sudation, comme la température, comme le rythme cardiaque, au moment d'un parcours, au moment d'un acte d'achat. Donc ça, on s'en sert assez couramment chez Niji pour travailler sur nos parcours, par exemple. Et qu'on va mettre en complément d'un autre objet comme celui-ci qui est un casque qu'on met donc sur la tête et qui nous permet de mesurer les zones du cerveau qui vont s'allumer à côté, hein, vous voyez le petit dashboard, et surtout quelles sont les ondes qui sont émises et de quelle manière elles sont émises. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des neurosciences. On a des personnes chez nous qui sont capables de récupérer, de récolter toutes ces datas-là et de s'en servir. Dans les grandes lignes, le cerveau émet un certain nombre d'ondes qu'on appelle alpha, bêta, gamma, delta, theta. Et ces ondes-là ont une signification pour nous. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir quand est-ce qu'elles sont émises au moment du parcours et à quel degré. Donc, voilà, par exemple, les ondes alpha sont les ondes qui permettent de synchroniser les deux hémisphères du cerveau. Vous savez qu'on a cerveau droit, cerveau gauche, et qu'à un moment donné, on a un cerveau créatif et un cerveau qui est plus logique. Donc, et à un moment donné où ces deux hémisphères se synchronisent, c'est un petit peu le job des ondes alpha. Ça nous permet de détecter s'il y a un mécanisme de créativité ou d'apprentissage. C'est de la conscience profonde. C'est ce que vous en ressentez en ce moment parce que vous êtes en train de m'écouter de manière extrêmement attentive. Il y a, alors non pardon, c'est les ondes bêta que vous êtes en train d'émettre en ce moment, parce que ce sont celles de la concentration. Vous avez les ondes gamma qui sont celles qui permettent de travailler sur la gestion des informations. Ça va être extrêmement important pour nous, parce que finalement, c'est quelles sont les informations qu'on va emmagasiner dans notre cerveau au moment où on va ressentir une émotion. Et bien ça, on voit des choses qui s'allument à ce niveau-là. Je ne vais pas vous parler des ondes du cerveau pendant des heures, mais effectivement, on a ce genre d'outils-là. Alors ça, ce sont des outils qui sont extrêmement physiques, dont on va se servir avec des focus group, avec des personnes qu'on va interroger, avec des entretiens qui ne sont pas forcément des focus group, des entretiens individuels, pour essayer de comprendre ce qu'on va ressentir pendant un parcours. En complément de ce genre de choses-là, on va également avoir des personnes qui vont avoir des verbatims et qu'on va utiliser. Donc, on va utiliser un outil de scoring émotionnel sur un panel utilisateur. Donc, on va prendre cette sémantique qui est utilisée, ce qui est exprimé. C'est bien, c'est pas bien, c'était cool, c'était pas cool. Ah, les produits, ah, ça m'intéresse, ah ben non, ça n'a pas marché, etc. Et on va les utiliser de manière spontanée. Pour essayer de faire un scoring. Donc, on rentre dans un système une intelligence artificielle qui travaille sur un algo et qui nous permet de scorer automatiquement. Donc, on a un scoring de plus 100 à moins 150 pour donner une espèce de température, finalement, de ce qu'on a pu ressentir. Et enfin, en complément de ça, c'est des choses dont on peut se servir en amont lorsqu'on va vouloir créer des contenus pour piloter la façon dont on le fait. Donc, on va pouvoir soumettre nos contenus et l'ensemble de notre parcours d'achat en préambule avant de le mettre sur le marché auprès d'un panel. Et après coup, on a des outils de mesure sémantique qui utilisent
plutôt les verbatim qui, eux, sont totalement lâchés dans la nature. Les contenus suscitent des avis sur des contenus sur des forums, des commentaires, des verbatim clients parce que vos clients appellent vos call centers et donc on peut récupérer également ces verbatim-là. Et évidemment, tout le mécanisme du social media qui est donc ce qui nous préoccupe le plus ici, finalement, parce que vos contenus suscitent des commentaires, des likes, voire des commentaires qui contiennent des smileys qu'on peut interpréter également. Et tout ça, on peut faire donc du social listening, ça c'est quelque chose de relativement classique. On peut récupérer tous ces contenus pour les mettre, tous ces contenus commentaires, ces réactions finalement, pour les mettre pareil dans un algorithme. Donc on a un certain nombre d'outils qui nous permettent de travailler là-dessus pour essayer de positionner une émotion. Je vous parlais de cette émotion tout à l'heure, eh bien les voici, en fonction d'un certain nombre de verbatim qui sont émis par rapport à un contenu que vous avez posté qui contient des produits. Donc finalement, on a des outils de mesure physique, des outils de mesure sémantique qui nous permettent, en amont de la création d'un contenu et après l'avoir créé et l'avoir diffusé, d'essayer de contrôler, de comprendre quelles émotions on a pu ressentir et ainsi créer ce que nous, on voulait faire depuis le début, c'est-à-dire un KPI émotionnel. Alors, il y a une étude extrêmement intéressante sur laquelle on se base, qui est énorme. Alors, il y a un article sur le HBR qui est paru il y a quelques temps, qui s'appelle New Science of Customer Emotions, dont beaucoup de gens du marketing qui travaillent sur la mesure émotionnelle se réfèrent. Ça a été écrit par 3 chercheurs qui sont Majid, Zorfas et Lemon. En fait, cet article il repose sur une étude extrêmement complexe, extrêmement complète, qui a été menée sur beaucoup de parcours d'achat pour essayer de voir si effectivement on peut agir grâce aux émotions. Donc, aujourd'hui, si on arrive à mettre un utilisateur lambda sur une échelle, dans une baseline à 100, cet utilisateur est hautement satisfait, on a gommé les pain points, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de choses qui viennent perturber la mesure. Et en fait, on a essayé de comparer ce même type de parcours d'achat avec un parcours d'achat qui n'aurait aucun lien émotionnel. Et en fait, on s'aperçoit que la customer value, c'est-à-dire en fait la valeur en tant que client, la valeur en tant que intention d'achat, la valeur en tant que dépensier de budget va baisser de 18% s'il n'y a absolument pas de lien émotionnel. On arrive à savoir qu'effectivement, il y a une vraie corrélation sur réellement une valeur de client entre un utilisateur qui aurait un lien émotionnel ou pas sur réellement son budget. Et si dans le même sens, dans l'autre sens, on arrive à avoir un parcours d'achat qui est lié à une perception d'une différence de marque, on arrive à remonter jusqu'à 13%. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une corrélation entre la marque, on va avoir une différence et la marque va me créer une véritable différence et on va une perception émotionnelle qui va être un petit peu différente parce que la marque va avoir une certaine porosité avec ses contenus. Par contre, si on veut faire vraiment péter les high scores, si on arrive sur un lien émotionnel qui est complètement total et complet, on arrive à plus 52% sur ces intentions d'achat et sur cette customer value en général. Et ces indicateurs-là, ils ont été mesurés sur énormément de parcours d'achat différents, énormément de choses qui sont mesurées. Aujourd'hui, on a des achats de nettoyants ménagers. C'était l'exemple qui était assez étonnant parce que, a priori, un parcours d'achat sur des achats de nettoyants ménagers qui contiendrait un lien émotionnel total et complet, c'est assez difficile et ça arrive peu finalement aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où on le met, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on arrive à générer plus 103%. Donc, on a des chiffres qui sont extrêmement puissants.
On a pu travailler sur ces parcours-là, aussi bien sur l'achat donc via des retailers online, sur évidemment des séjours en chambre d'hôtel. À l'époque, on pouvait le faire plus facilement qu'aujourd'hui, sur l'achat de billets de billets d'avion, de train, sur ce genre de parcours-là. En fait, on arrive à générer, finalement, aujourd'hui, on a une preuve qu'effectivement, ça génère directement de l'intention d'achat de manière beaucoup plus forte. Donc, aujourd'hui, finalement, ce qu'on fait, nous, avec notre façon de travailler finalement l'émotionnel en tant que KPI, c'est qu'en fait, on va s'en servir sur ce tunnel. Donc, je ne vais pas vous refaire l'entonnoir, parce que je pense que vous le connaissez par cœur. On est tous dans ces métiers-là. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'émotionnel comme une qualification tout au long de l'entonnoir, depuis l'awareness jusqu'à la conversion, pour pouvoir arriver à fidéliser et à retenir nos clients et à faire en sorte que l'intention d'achat soit récurrente et qu'on va pouvoir asseoir le social commerce sur le long terme. Donc aujourd'hui, les processus cognitifs de l'attention et de la mémorisation passent par l'association d'une information et d'une émotion. Ça, on s'en sert dès le début, dès l'awareness. À quoi ça sert? Eh bien, ça va nous servir à créer des contenus qui vont être mesurés de cette manière-là, au-delà de juste des autres mesures qu'on peut avoir, qui sont des KPI de reach, qui sont des KPI de leads, de conversion, enfin, c'est en amont, quoi. La considération, on va la travailler parce que justement, la coloration et l'intention, l'intensité émotionnelle vont nous permettre d'affiner l'efficacité de tous ces messages, finalement. Ça nous permet également de faire une chose qui est assez intéressante. On peut travailler la segmentation. On a commencé, nous, à le faire également de cette manière-là, sur des dispositifs qui n'étaient pas des dispositifs de social commerce, c'était plutôt sur des choses de l'ordre de l'A/B testing ou des campagnes SIA, ce genre de choses-là. On peut perfectionner la segmentation des audiences et forcément créer une expérience qui soit beaucoup plus personnalisée parce qu'on a une mesure émotionnelle. Et puis la conversion, bien entendu, c'est là qu'on va le faire. Donc, on va travailler sur des parcours différenciants. Et ça nous permet d'avoir une sorte de connexion, une connexion émotionnelle avec vos audiences. Ça vous permet d'avoir générer un mécanisme d'empathie. La cohésion émotionnelle, elle se fait avec votre marque et pas uniquement avec vos contenus. Et donc, du coup, on va engendrer les conditions d'une expérience qui l'emporte sur les irritants. Puisqu'en fait, dans les irritants, on en a plein dans les parcours, on a des moments qui sont négatifs, et en créant cette cohésion émotionnelle, on va gommer les irritants, ou faire en sorte qu'ils ne sont pas si importants que ça. Encore une fois, on est sur le peak and rule, c'est-à-dire que on est sur le pic émotionnel et la fin, et c'est ça qui va faire que on va arriver à avoir quelque chose d'intéressant. Je vois qu'il y a des questions qui se posent en même temps, on va les prendre après, d'accord. Donc justement, on passe aux questions. Donc je pense que je vais relâcher mon micro. Ouais, effectivement, on a deux questions de Manon et de Olivier. La première, les métriques sur la customer value correspondent à toutes les émotions, correspondent-elles donc du coup à toutes les émotions primaires? Alors oui, et pas que. En fait, les émotions primaires sont comprises dans ces métriques, mais l'étude a porté sur des marques assez variées pour démontrer qu'il n'y avait pas uniquement que des émotions primaires qui étaient en lien dans ces métriques-là, notamment sur la banque ou sur des marques ménagères où ils se sont justement rendus compte que la volonté de protéger l'environnement était associée à une émotion assez forte et qui créait du lien avec la marque et ce genre de choses. Donc il n'y a pas que les émotions primaires qui rentrent en jeu dans cette connexion à la marque. Dites-moi maintenant si j'ai bien répondu à votre question. Question d'Olivier, est-ce que vous pourriez illustrer des parcours avec et sans connexion émotionnelle? On n'a pas d'exemple l'un avec l'autre, en tout cas pas les mêmes. Ce qui est sûr, c'est que la même étude de Harvard a aussi démontré que des marques s'étaient rendues compte d'un gap, je crois, de l'ordre de 40% entre leurs followers sur les réseaux sociaux et des autres acheteurs de leur marque qui n'étaient pas forcément fans ou qui ne les suivaient pas forcément sur les réseaux sociaux.
L'étude démontre que grâce aux réseaux sociaux, en tout cas, ce canal est éminemment un endroit ou un lieu où le parcours devient plus émotionnel. On n'a pas forcément d'illustration à vous montrer là comme ça. Par contre, on se sert, alors, on peut se servir, et on s'est servi de ça pour faire de l'A/B testing sur des programmes de souscription notamment, qui sont des mécanismes qui sont assez intéressants parce que justement, là, on a des parcours qui ne sont pas des parcours de social commerce pur jus, mais on a des parcours de souscription, c'est une forme de commerce, et on s'est servi de la connexion émotionnelle pour segmenter et donc faire de l'ABC testing. Donc effectivement, on avait des parcours existants versus des nouveaux parcours. Et on a pu voir qu'effectivement, on arrivait à avoir des programmes qui fonctionnaient nettement mieux à partir du moment où on avait utilisé la connexion émotionnelle et la compréhension des utilisateurs pour segmenter différemment et avoir des parcours qui fonctionnaient beaucoup mieux. Je crois que c'est sur... alors, sans dévoiler des chiffres qui ne sont pas dévoilables, mais je crois qu'on a fait ça avec un énergéticien connu français, et on a réussi à faire plus 30% de parcours d'achat et de conversion. Ce n'est pas des leads, hein, c'est vraiment des conversions, des entrées dans le funnel et derrière de la conversion, simplement grâce à ça. Donc, c'est des choses qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, ou des commentaires. Alors, associé avec les commentaires, notamment emoji. Après, j'arrête. Ouais, tu peux. Ouais, je peux répondre à ça. Oui, oui, on peut travailler à récupérer, à faire du social listening. Donc là, les outils de social listening, il y en a plein sur le marché, quel qu'il soit, hein. Ça n'a rien de nouveau. Par contre, on peut récupérer donc, toute cette matière-là et la mettre dans c'est l'outil qu'on utilise nous, qui permet de faire de la coloration émotionnelle par-dessus du social listening. Donc c'est un algo, ça prend tous ces contenus-là et ça essaye de mettre donc la bonne émotion ou les bonnes émotions en face de l'ensemble de ces commentaires-là. Et ces commentaires sont pris, smiley compris. Je ne parle pas de like, je parle bien des smileys qui sont dans le flux des commentaires. Pourquoi on s'en sert? Parce qu'il y a un moment donné où il y a quelque chose qui est extrêmement compliqué à générer de manière automatique, c'est le second degré. C'est-à-dire qu'en fait, je vais poster un message qui va être positif, sauf qu'en vrai, il ne l'est pas parce que c'est complètement ironique. Souvent, les smileys nous permettent de sortir de ça. Donc oui, on utilise les smileys pour faire ce genre de truc-là. Voilà. Par contre, on ne se parle pas des likes. On se parle vraiment des smileys qui sont dans le contenu. Est-ce que je réponds à votre question? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Si pas d'autres questions, en tout cas, merci à tous de vous être connectés sur ce webinaire. Merci Stéphane, merci Sophie. Je vous donne rendez-vous donc en 2021 avec les prochains webinaires qui vont arriver, hein. On partagera avec vous les... je vois qu'il y a une dernière question, bon, on va la prendre. Léa, avez-vous un exemple de campagne ou de contenu qui a généré des émotions fortes auprès des clients? Oui, enfin, je pense qu'il en existe beaucoup. Après, est-ce qu'elle a été pensée pour ça, ou en tout cas maîtrisée par les émotions? Pas forcément, mais la dernière campagne qui me vient en tête, alors qui est un peu niche, c'est celle de RC Cola aux Philippines, qui a beaucoup fait parler d'elle récemment, notamment parce qu'ils sont revenus sur de la création publicitaire et
assez original, si je puis dire. Je vous invite à aller voir parce que c'est plus qu'original, mais qui s'est éminemment construite sur un constat d'aller adresser une audience de millennials et de générations d'après. Et donc, justement, cette connexion émotionnelle, elle a été vérifiée. En tout cas, c'est ce qui expliquait le buzz de cette campagne qui tourne en ce moment et le succès de cette campagne dans un contexte saturé par le coke et la marque qu'on connaît tous. RC Cola avait été challenger sur ce secteur-là et a réussi, grâce à du contenu qui était réellement pensé pour l'audience qu'il ciblait, à émerger et à faire du buzz avec une campagne qui, quand on la voit comme ça, n'a pas beaucoup de sens, mais qui, parce qu'elle reprenait les codes et elle a su s'insérer dans des codes qui étaient l'audience qu'elle visait, bah, émotionnellement, ça a suivi derrière. On n'a pas la mesure, forcément, parce que c'est pas une science qui est encore très déployée dans le milieu publicitaire, mais je suis convaincue que c'est par l'émotion que le succès de cette campagne s'explique, en tout cas. Si pas d'autres questions, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas aussi à prendre la parole. Hein. Vous pouvez les poser par écrit, mais vous pouvez prendre la parole aussi. En tout cas, on est à votre disposition avec grand plaisir pour échanger après ce webinaire si vous avez d'autres questions qui se posent et si vous voulez confronter des expériences, notamment par rapport à vos marques. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, on est dans un sujet qui est extrêmement nouveau. Et émergent, avec beaucoup de test and learn, beaucoup de choses qui se font, qui marchent pas, on ne sait pas trop, quelquefois c'est un petit peu mouvant. Et donc, à votre dispo pour échanger avec vous, si vous voulez, hein, bien sûr, et voir effectivement comment la mesure émotionnelle peut vous être utile. Si vous avez d'autres questions qui se posent, n'hésitez pas, quoi. Voilà, on va arrêter là. Merci à tous pour votre participation et votre attention durant ce webinaire. Bonne fin d'année, bonne fête à tous. Et je vous donne rendez-vous donc en 2021 pour une autre série de webinaires. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci.